Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres, telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 2 décennies. L'audace est le moteur de tout, cette disposition de l'esprit, cette force en action qui permet de surmonter les obstacles pour améliorer et transformer la société. Dans la conduite et la maîtrise du monde, l'audace n'est pas un programme. Elle nous englobe tous. Elle est une manière d'être, une attitude face à l'action. Cette année, la Cité de la Réussite vous invite à découvrir, partager ou renouer avec l'audace. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à tous, Thierry Guerrier. C'est toujours un bonheur de retrouver la Cité de la Réussite, de vous retrouver tous avec les étudiants ici même de l'IX, de l'ESTP, de l'Université Dauphine, d'HEC aussi dans certains, et puis avec un travail de préparation souvent fait par les étudiants du CELSA, et puis un travail aussi peut-être pour un bouquin derrière avec Sciences Po Journalisme. Eh bien, avec tous, nous allons, et avec vous, je l'espère, interroger nos invités aujourd'hui de ce débat, de cette question de l'audace quand on est au pouvoir. Alors, le pouvoir, c'est large, mais globalement, ici, nous avons des représentants du pouvoir politique, Sandrine Mastier, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, et puis du pouvoir économique, aujourd'hui, à divers égards, chef de grandes entreprises, chef d'entreprise de nature moyenne et un peu, j'allais dire altermondialiste, c'est pas exactement le terme, mais Tristan Lecomte se présentera mieux que moi, mieux que je ne l'ai fait, et puis un chercheur un peu. Alors, je vais vous présenter nos invités un peu plus précisément, si vous le voulez bien. Je disais avec vous, parce que vous le savez, c'est la tradition de la Cité.
question du panel des étudiants des écoles que je viens de citer qui ont préparé ce débat et qui interpelleront nos invités, mais vos questions aussi, je l'espère. Nous avons jusqu'à 16h. Ce ne serait pas audacieux de terminer en retard, mais, parce qu'il y en a d'autres débats derrière. Donc là, on va essayer de respecter cette règle. Mais de faire court, oui, ça, ce serait audacieux. Alors, je vais essayer de m'y tenir, moi. Je vous disais donc Sandrine Mastier, qui est notre invitée, qui est donc une politique, députée de la Nation, élue socialiste de Paris, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Le patron d'une multinationale, d'un champion français du bâtiment et des services, Vinci, Pierre Coppée, vous êtes son directeur général, vous êtes aussi le président du syndicat professionnel qui est l'ASFA, et puis l'Association française des autoroutes, et puis vous êtes aussi président d'une association, loi 1901, qui cherche à lutter contre l'exclusion, vous nous direz de quoi il s'agit, qui est l'Aurore, elle s'appelle Aurore. Alors, Christian Lecomte, je voulais vous présenter comme un petit patron ou un grand patron, mais c'est déjà plus le cas puisque vous avez créé Alter Eco, qui, dans le commerce de produits alimentaires, a essayé de développer le commerce équitable. Vous l'avez quitté après 12 ans. Aujourd'hui, vous êtes à la fois un petit producteur de riz, vous m'avez dit sur 4 hectares, en Thaïlande, où vous vivez avec votre famille. Je vois que ça suscite le sourire d'emblée chez vous, donc ça doit être l'élément. Mais vous m'avez dit non, ça c'est presque mes loisirs. Votre véritable activité, c'est Pur Projet, qui n'est pas une association, qui est bien une entreprise, qu'elle vend des services, mais liés à la transition énergétique, au réchauffement climatique, au carbone. En fait, vous essayez de vendre aux entreprises les moyens d'équilibrer un peu leurs dépenses carbone, en quelque sorte. Hein. Si je n'ai pas dit de bêtises, c'est à peu près ça. Les aider à se réconcilier avec leur écosystème, oui. Oui, ça c'est théorique, mais vous nous direz concrètement de quoi il retourne. Alors, entreprise atypique, producteur agricole, chef d'entreprise, lui aussi, un chercheur, ici, professeur à la Judge Business School de Cambridge, Navi Raju. Vous êtes un esprit libre, non pas que nos autres invités ne soient pas des esprits libres, mais enfin, vous êtes, vous, payé pour être libre et pour innover, puisque vous êtes un spécialiste de l'innovation, vous êtes enseignant, hein, donc à Cambridge, je le disais, spécialiste de l'innovation, du leadership aussi, vous êtes consultant dans la Silicon Valley, vous vivez la plupart du temps à Palo Alto, vous êtes tout de même un petit quart de votre temps en France aussi, vous êtes français, indien d'origine de Pondichéry, et puis une troisième culture aujourd'hui, la culture américaine de fait. Vous êtes un spécialiste de l'innovation, de best-sellers en la matière, et le troisième avec cette thématique, comment les entreprises peuvent créer plus de valeur avec moins de ressources. Et du coup, je vais vous poser la première question, si vous voulez bien, et vous demander un peu à tous, mais vous allez ouvrir nos chakras, si j'ose dire, nos champs de réflexion, en essayant de nous donner votre vision, en 3 minutes pour ce tour de table chacun, si vous voulez bien, avant que je passe la parole aux étudiants puis à la salle. Votre vision des défis auxquels ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui sont confrontés pour essayer de développer l'intérêt général, l'intérêt particulier de leur entreprise quand c'est le cas, bien sûr, mais l'intérêt général. Parce qu'on est tous collectivement confrontés aujourd'hui à la question de l'avenir de la planète, le réchauffement climatique, de son avenir, est-ce qu'on va s'entendre, son avenir social aujourd'hui, redistribution de richesses. On a tous lu les 700 pages de Piketty, c'est sûr, mais enfin, on sait tous que c'est pas simple aujourd'hui, la question de la redistribution de la richesse. Il faut d'abord la créer, la valeur aussi, c'est un sujet qu'on voit en France. Et puis, troisième défi aujourd'hui, bien entendu, donc, je l'ai dit, le réchauffement climatique. Alors, face à tous ces défis, vous, comment vous voyez le rôle de celui qui a le pouvoir, celui ou celle qui a le pouvoir, entreprise et même politique, parce que ça ne concerne pas que les élus, la politique, hein, ça nous concerne tous. Navi Raju. Absolument. Déjà, j'ai le défi d'avoir l'audacité dans 3 minutes d'ouvrir vos chakras. Alors, je vais essayer de faire ça. Ça va pas être facile. Bon, je vais être frugal quand même en temps, donc rapidement. Je dirais en fait le plus gros défi, c'est de basculer de modèle économique dominant qui consiste à faire plus avec plus, c'est-à-dire essayer de créer plus de valeur économique ou alors des produits commerciaux ou de la valeur économique en général avec beaucoup plus de ressources. Et clairement, c'est un modèle qui n'est pas tenable, qui n'est pas durable, on le sait maintenant. Donc le défi maintenant, c'est comment basculer d'un modèle qui consiste à faire plus avec plus, un modèle qui consiste à faire, je dirais, mieux avec moins. C'est-à-dire créer à la fois davantage de valeur économique, mais aussi de valeur sociale, tout en étant responsable de l'équité sociale, mais aussi de l'environnement. Donc ça, c'est un défi qui va confronter, je crois, à la fois des décideurs politiques, mais aussi des décideurs économiques. Et je crois en particulier qu'en fait, c'est un défi qui doit être relevé par ces acteurs en fait, clés à la fois dans l'économie et la société,
mais de manière collaborative. Et d'ailleurs, je pense que Joseph Nye, qui est l'ancien directeur de l'école politique de Kennedy School à Harvard, il parle maintenant des dirigeants triathlètes, c'est-à-dire que de plus en plus de dirigeants doivent à la fois être responsables effectivement de la création de valeur économique, mais aussi être conscients de l'impact social et environnemental. Et aujourd'hui, malheureusement, quand je regarde un peu la situation actuelle, il y a une espèce de polarisation effectivement entre, d'un côté, on veut créer la valeur économique à tout prix, et de l'autre côté, défenseurs de tout ce qui est intérêt social et aussi intérêt écologique. Et donc, quelque part, le défi, je dirais, l'audacité, c'est quelque part transcender ces barrières, quelque part, entre secteur politique, social, économique, pour pouvoir faire mieux avec moi. Le défi, c'est la réconciliation de ces trois enjeux. C'est ce que vous dites. C'est triathlète que celui chef d'entreprise, par exemple. Vous vivez comme Pierre Coppée, comme un triathlète ? Oui, je me vis comme un triathlète d'abord parce que je suis un homme libre, je préfère commencer par le dire, et je suis heureux d'être à cette table ronde avec Navi qui est intervenu il n'y a pas très longtemps chez Vinci, avec Tristan qui a été notre partenaire sur différentes opérations dont on aura peut-être l'occasion de parler. Et c'est vrai que parler aujourd'hui de l'audace vue par un grand groupe, je pense que ça doit nous conduire à rappeler une idée de base. C'est qu'un grand groupe, c'est d'abord une entreprise et que pour être entrepreneur, il faut être audacieux. La première condition de la création d'une entreprise, c'est de sortir du cadre et c'est d'aller au bout de l'idée et d'aller au bout d'une intuition. Une entreprise, à la base, ce n'est pas une démonstration scientifique, c'est une intuition. Et en ça, c'est une affaire d'audace. Ensuite, ce que je crois qu'il faut dire quand on est dans la position de gérer une grande organisation, une entreprise ou une association d'ailleurs, au fond, notre responsabilité, c'est de protéger l'audace. C'est de protéger l'audace et c'est de l'encourager parce qu'au fond, tout est fait, vous parlez de triathlète, tout est fait dans le système dans lequel nous vivons pour mettre du process, pour mettre de la règle, pour mettre des tableaux de bord, pour mettre de l'encadrement et pour enfermer les capacités créatrices dans des procédures et dans des cadres. Or, je crois que la particularité de l'audace, c'est de sortir du cadre pour permettre précisément au génie créateur de s'exprimer. Et comment on fait, tout simplement? Comment on protège? On fabrique des cellules à part? Je pense que d'abord, il faut se souvenir que l'audace relève des personnes et pas des organisations, des hommes et pas des institutions. Et ça veut dire qu'il faut gérer les organisations, non pas comme des systèmes, mais comme des cadres permettant aux individus de s'exprimer. Quand on est politique, ça s'appelle la démocratie, et quand on est responsable d'une entreprise, je crois que ça s'appelle une organisation décentralisée qui s'appuie sur les personnes et pas sur les process ou sur les structures. Ça s'appelle la confiance, ça s'appelle la reconnaissance du droit à l'erreur accordé à nos collaborateurs et le fait de les inscrire dans un cadre confiant et donc non pas de les enfermer dans une structure institutionnelle étouffante. Et parler d'audace quand on parle d'un grand groupe, c'est simplement se rappeler qu'un grand groupe n'a de légitimité que s'il permet d'organiser l'expression et la mise en valeur des compétences des individus. Et ça, c'est la décentralisation, c'est l'autonomie, c'est la confiance, c'est la responsabilité et c'est l'expression au fond de l'humanisme d'une organisation. Alors, la vision des défis, des trois défis avec Navi Radjou, la vision, déjà un défi, vous venez de le citer, c'est celui de protéger la capacité d'audace au sein de l'entreprise. Vous qui êtes confronté, Tristan, à la fois, d'abord vous avez fait HEC, je voudrais le rappeler, c'est juste pour dire que vous auriez pu passer votre vie... D'accord. Vous ne l'avez pas fait, vous, alors c'est pour ça que vous le dites. Mais, et puis là, on n'a pas d'étudiants d'HEC, donc ça va. Mais en l'occurrence, vous auriez pu passer votre vie à parcourir le monde, à vendre des process ou à les inventer, ou à être auditeur en costume-cravate. Et vous avez choisi finalement la Thaïlande et 4 hectares pour faire du riz. Mais aujourd'hui... Il y a aussi des cravates. Hein. Les Thaïlandais sûrement, oui. Mais en l'occurrence, pourquoi ce petit rappel simplement? C'est que vous avez aussi un avantage formidable, c'est que vous voyagez dans le monde entier pour vendre vos processus aux entreprises. Et donc, vous avez une vision de l'état des lieux et des problèmes qu'elles se posent aujourd'hui, leurs managers, leur direction, qui est formidable, finalement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette expérience
quant à la vision que les entrepreneurs que vous voyez et que vous voyez du monde, de ces défis auxquels nous sommes confrontés. La bonne nouvelle, c'est que toutes les entreprises, même les plus grandes, au sein de leurs organisations, leurs agronomes, par exemple, sont convaincus qu'il faut changer de modèle, qu'on est face à une crise triple, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, Navi. Et nous, on est un des outils, un des plombiers de la planète. On essaye de boucher les fuites, mais il y en a beaucoup de fuites, malheureusement. Et donc, toutes les entreprises ont pris conscience de la nécessité de régénérer l'écosystème dont elles dépendent pour vivre. Toute entreprise est dépendante de son écosystème, en particulier par exemple dans l'agroalimentaire ou dans la cosmétique. On travaille beaucoup pour ce genre d'entreprise. Ces entreprises ont besoin de produits de qualité, en quantité, et on est face à une raréfaction des ressources, une dégradation des écosystèmes, qui fait qu'on ne sait pas si on va avoir du chocolat bientôt dans 5 ou 10 ans. Et c'est le cas pour beaucoup d'autres produits. On travaille sur le cuir, sur la soie, pour tous les produits, en fait, les marques se disent, mais est-ce que on va réussir à avoir suffisamment de produits dans le futur, alors que nos écosystèmes se dégradent, que la population mondiale augmente, et que, et que le modèle agricole est totalement en faillite. Donc nous, on a une solution. Comment ? Mondialement. Dans le monde entier, partout. Là, j'étais en Éthiopie. On est directement, les producteurs de café sont directement touchés par les dérèglements climatiques. Il y a des pluies au moment des récoltes, par exemple. Même en Thaïlande, par exemple, on a été très impacté cette année parce qu'il y a eu des pluies pendant la récolte et donc on a perdu, un certain nombre de producteurs ont perdu leur récolte. Donc nous, on propose à ces entreprises une solution assez simple, en tout cas qui a de multiples bénéfices, c'est le fait de planter des arbres au sein des milieux agricoles pour régénérer l'écosystème, diversifier les revenus du fermier et sécuriser les approvisionnements de l'entreprise en qualité et en quantité, puisque les arbres ont de multiples bénéfices pour les sols, pour l'eau, pour la biodive, pour le revenu des fermiers, pour l'entreprise aussi. Et donc on est sur ce modèle, c'est un des outils, on est peut-être une des illustrations de ce que vous décrivez. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on voit que toutes les entreprises et toute la société aussi, entre particuliers les générations plus jeunes, ont conscience du fait qu'il faut changer de modèle. Et donc on est dans une crise, mais c'est aussi une formidable opportunité de création d'emplois, de création de richesses. On est dans une société en France où ça ne va pas très bien au niveau économique. Et donc, je vois plein de jeunes qui disent moi, j'ai préféré monter mon entreprise dans le domaine de l'entrepreneuriat social et solidaire, dans l'environnement, parce que je pense que ça va être plus simple pour moi de trouver ma place et même de me développer personnellement. Et c'est exactement ce que j'ai vécu à mon niveau. Moi, je bossais chez L'Oréal, j'étais contrôleur de gestion, c'était passionnant. Mais oui, je ne sais pas pourquoi ça provoque l'hilarité générale, mais enfin bon. Oui. Mais en 98, je me suis dit, j'ai envie de faire un truc qui est un peu plus profond, qui est entrepreneurial, qui a une utilité sociale. Je me suis lancé dans Alter Eco et puis ensuite on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour réduire et compenser notre propre empreinte, mais au sein même de notre métier. On a commencé à planter des arbres avec des producteurs pour de Alter Eco, quoi. Pour Alter Eco, je pensais jamais que ça deviendrait mon activité. Je pensais jamais que personne ne serait intéressé de planter des arbres, alors que là on en plante des millions. Et en fait, en le faisant pour nous, après, il y a des gens qui nous ont dit Nestlé, Accor. Donc ensuite, on avait collaboré aussi avec Vinci sur 2 opérations assez intéressantes. Et donc, en fait, c'est devenu un métier, vous voyez, comme par hasard. Donc, je vois qu'il y a pas mal de... Une question, mais peut-être que vous ne pouvez pas répondre maintenant, parce que je voudrais passer la parole à Sandrine Mastier, puis les étudiants et la salle. Mais quand on voit les difficultés que les politiques qui négocient entre eux, les États, à Copenhague, à Varsovie, à Lima bientôt, à Paris dans un an, pour les difficultés qu'ils ont tous à se mettre d'accord, alors que semble-t-il la société civile a beaucoup plus conscience, et les chefs d'entreprise ont beaucoup plus conscience du défi du climat aujourd'hui. Comment vous... Le politique fait quand même beaucoup parce que Copenhague c'était un échec, mais au moins ça augmente le niveau d'attention et de conscience sur ces sujets. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais c'est pas pour ça que nous on ne doit pas déjà commencer à notre propre niveau en tant que citoyens et entreprises. Et en fait, je pense qu'on est tous en train d'essayer de trouver ces nouveaux modèles, de travailler sur ces nouveaux modèles, à la fois les politiques, les chercheurs. Pour changer une société, ça prend du temps. Je trouve que ça va quand même très vite, parce que quand j'ai démarré en 98, quand j'ai commencé dans le commerce équitable, on m'a dit « mais tu pètes un plomb, tu deviens hippie ou quoi ?» C'était pas du tout un métier. Ma mère pleurait « mais pourquoi tu quittes L'Oréal Tu es fou ouais. Tu avais un parcours tout tracé, etc. » Entre-temps, vous avez du pot, c'est devenu à la mode. Donc, voilà. Et en fait, aujourd'hui, dans toutes les grandes entreprises, il y a des directeurs développement durable, des départements, il y a des experts en biodiversité chez Vinci qui sont excellents. Enfin, vous voyez, chacun développe ses compétences. Et aujourd'hui, s'engager pour l'environnement, pour la société, développer des services écosystémiques, comme on le fait, du carbone, de l'eau, de la biodiversité, etc. En fait, c'est un métier qui est tout à fait accepté. Et c'est même le métier d'avenir, je pense. Parce que
le plus gros gisement d'emploi, c'est vraiment, à mon avis, les communications, les nouvelles techno, etc., et aussi l'environnement. Je vous vois opiner du chef, et chef vous l'êtes, puisque vous êtes vice-présidente de l'Assemblée, donc vous l'êtes un peu quand vous êtes au perchoir pour diriger les séances. J'imagine que ce qui vous a satisfait à l'instant dans ce que disait Tristan, et notamment Tristan Lecomte, c'est que ça corrobore un peu cette idée, la loi de transition énergétique, par exemple, qui veut essayer de trouver un gisement d'emploi dans ce domaine, bien entendu. Sandrine Mastier, vous représentez là le monde politique, sacré défi face à nous tous, parce que voilà, je ne vais pas rentrer dans le politique bashing, ce serait complètement grotesque, ni même dans la majorité que vous représentez qui est au pouvoir, bashing non plus, parce que c'est suffisant, on sait tout ce qu'il en est, on est entré dans cette salle avec un peu de bienveillance, donc on va essayer de la garder. Mais tout de même, le changement c'est maintenant, 2 ans et demi après, toute la question qu'on se pose, c'est finalement, non pas est-ce qu'il a eu de l'audace, votre président, notre président, mais est-ce que c'est possible d'en avoir avec les défis auxquels on est aujourd'hui confronté quand on dirige un pays comme la France, complexe, où chaque fois qu'on bouge une ligne ou qu'on veut lancer un chantier, dès que quelqu'un se met devant, c'est impossible, et où, je prends juste un exemple, l'écotaxe. L'écotaxe avait été voté à l'unanimité dans l'ancien régime, à l'unanimité du Parlement. La classe politique a reçu une baffe totale le jour où finalement, face à la rue, on a dit où est la légitimité aujourd'hui? Voilà, je m'arrête pour la question. Comment on arrive à avoir... Est-ce qu'on peut encore avoir de l'audace quand on est en politique et qu'on gouverne? D'abord, c'est obligatoire d'avoir de l'audace pour son pays, parce que si on n'en a pas, c'est la panne générale et c'est le déclin. Or, dans notre pays, on a des annonciateurs permanents du déclin français, alors qu'en fait, la réalité prouve tout l'inverse. Et ce qui est audacieux aujourd'hui, c'est de rappeler un certain nombre de réalités qui sont très, très contraires à ce que racontent un certain nombre de commentateurs ou de spécialistes politiques qui spéculent sur le déclin. Voilà, parce que ça permet de gagner de l'argent aussi, de vendre du déclin et du suicide français. Voilà. Donc, ce qui est audacieux, c'est de démontrer l'inverse. C'est pas de dire... je dirais qu'aujourd'hui, le politiquement correct, c'est de dire que tout va mal en France. Et ce qui est audacieux, c'est de rappeler que le changement est possible, que le changement est en marche. Je suis désolée, en 2 ans et demi, là, on est à mi-mandat. En 2 ans et demi, on a fait une réforme des retraites. Il n'y a pas eu des hordes de personnes dans la rue. Le pays n'a pas été bloqué. Donc, c'est possible de réformer les retraites dans ce pays sans que le pays soit bloqué. Vous faisiez référence à l'écotaxe. C'est la limite du vrai-faux consensus. Parce que l'audace, c'est aussi de temps en temps d'entendre, de savoir entendre et de faire en sorte que le changement qu'on propose, il soit soutenable, un peu comme le développement. Et quand on a les bonnets rouges, et je ne suis pas de leur côté, mais quand on a une crispation aussi importante, c'est l'inverse de l'audace que de ne pas entendre. Parce qu'on condamne durablement l'idée même qu'on souhaite porter quand on n'entend pas les crispations que ça fait naître et le désespoir, d'une certaine manière, qui s'exprime. En revanche, on peut expliquer aux 10 bonnets rouges que le modèle qu'on leur a fait suivre pendant des années est un modèle qui les condamne, qui les a condamnés et qui les a mis dans la situation dans laquelle se trouvent. On ne va pas rentrer dans les détails, et je ne suis pas spécialiste de l'agriculture bretonne, mais quand même, c'est un modèle hyper intensif, cheap, qui ressemble d'ailleurs au modèle entre deux eaux de l'économie française, qui n'est ni dans le low cost réellement, et heureusement d'ailleurs, ni dans l'excellence et dans la qualité. Voilà. Et donc l'audace, c'est de temps en temps de dire ça, et d'assumer qu'on peut entraîner un pays, mais que quand il y a blocage, incompréhension et crise majeure, il faut savoir accompagner le changement, et de temps en temps, il faut savoir mettre un petit temps d'arrêt pour mieux expliquer et quand même progresser. Je profite d'avoir le micro pour excuser le fait, parce que vous ne m'attendiez pas moi.
Voilà. Donc, c'est Claude Barthelone qui devait être là, mais... Je regrette, non, je voulais surtout dire à quel point Claude Barthelone regrettait infiniment de ne pas pouvoir être là. Je pense que vous... Et que l'audace en politique, c'est aussi qu'il y a un représentant du 9-3 qui soit président de l'Assemblée nationale, que ce soit un fils d'immigré. L'audace en politique et l'audace de ce pays et de la République française. Ouais. L'audace de la République française, c'est qu'elle a pu faire d'un fils d'apatride un président de la République et qu'aujourd'hui, le Premier ministre de la France est quelqu'un qui n'est pas né français. Et que ce pays et cette audace-là, peut-être de temps en temps, il pourrait se regarder en face et se dire que c'est un atout fantastique dans la mondialisation et dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, sur cette toute petite planète, que de réussir justement à promouvoir et à proposer des perspectives de progrès à des individus que les déterminismes économiques, sociaux, culturels ne promettaient pas à de telles fonctions. Au demeurant, et sans que ce soit contradictoire avec ce que vous venez de dire, ce n'est pas parce que c'est un immigré d'origine, Claude Barthelone par exemple, qu'il ne peut pas venir là cet après-midi. S'il n'est pas là avec nous cet après-midi... Non, bien sûr. Non, s'il n'est pas là, pardon. S'il n'est pas là cet après-midi, c'est qu'il a un problème familial sérieux. Mais je voulais dire qu'il regrettait infiniment de ne pas pouvoir être là. Et que ceux qui le... Non, mais d'accord, ok. C'est la raison. Alors, on a 1 heure devant nous, donc on va passer, comme vous dites. C'est quoi le problème? Les étudiants et la salle. Alors, 3 questions déjà d'étudiants. Prenez un micro, s'il vous plaît. Présentez-vous et questions. Bonjour, Corentin Bellego, École Polytechnique. J'aimerais rebondir. L'écotax, c'est un exemple qui est assez révélateur, je pense, de grands exemples historiques. Simone Veil, Robert Badinter, de personnes qui sont peut-être allées à un moment contre la voie de la rue. Et peut-être que l'audace, vous dites que c'est de savoir plier, comme le roseau. Et quand est-ce qu'on fait la différence entre le roseau et le chêne? Et je pense que l'exemple de Monsieur Lecomte, par exemple, de savoir aller en 98-99 contre le mainstream de ses parents qui lui disent « reste à L'Oréal, c'est une voie toute tracée », montre que parfois le fait de ne pas céder devant les pressions est aussi un gage de qualité et d'audace. Alors, attendez. Je vais prendre 3 questions déjà pour commencer. À chaque fois des questions en série. Je vous en prie, mademoiselle. Allez-y. Bonjour, Marie Méruet de Paris-Dauphine. Ma question porte également sur l'audace en politique et va tout à fait d'ailleurs à la suite de celle de Corentin, puisqu'aujourd'hui les mouvements, enfin le politique ne cède parce qu'il a quelque chose à y gagner. Et certains mouvements proposent aujourd'hui de réformer, de renouveler complètement la classe politique. Je pense à gauche, à la liste Nouvelle Donne, plus à droite, au mouvement de l'entrepreneur Denis Père, Nous Citoyens. Pourtant, ces mouvements atteignent rarement des scores au-delà des 3, 4, 5%. Finalement, est-ce que ce n'est pas la démonstration qu'en politique, moins on a d'audace, plus ça paye? Merci. Alors, je voudrais qu'on pose une question à nos autres invités aussi, donc qu'on ne soit pas complètement sur la politique, même si tout est politique. Je vous en prie. Bonjour, Michel Coury, École Polytechnique. Alors j'ai une question pour vous, Monsieur Copé. Alors j'ai beaucoup apprécié votre image de la grande entreprise, du grand groupe qui avait pour mission de promouvoir l'audace dans l'entreprise. Donc j'aimerais que vous développiez ce point et que vous donniez par exemple un exemple où vous avez promu l'audace dans votre entreprise. Merci. Vous nous avez dit que vous l'aviez protégé. Eh bien, vous nous direz dans un instant. Attendez, dans un instant ce qu'il en est. Alors, on commence par l'audace de l'entreprise ou l'audace du politique. On revient. Pierre, allez-y. Allez. Je vais vous donner 2 exemples simples. Le premier, c'est que normalement, si Tristan avait été contrôleur de gestion chez Vinci et qu'il avait exprimé un peu d'envie d'entreprendre, je pense qu'on lui aurait donné un casque et des bottes et on lui aurait confié un chantier pour lui permettre d'exprimer son désir d'entreprendre, puisque la chance d'un groupe de construction, c'est d'être managé par des projets et donc d'avoir la possibilité d'être formé de milliers d'entreprises et de projets qui sont autant de petites entreprises. Donc il y a des passerelles entre les métiers, Oui, bien sûr, mais chez L'Oréal aussi.
Simplement, c'est plus difficile puisque c'est un métier industriel et un métier de process, alors qu'on a la chance d'être un métier qui est organisé autour de projets. Et à l'extrême opposé, je pourrais vous citer un bel exemple d'audace qui consiste à signer le contrat de la construction du pont de Rion-en-Thirion. C'est un pont qui fait 3 km, qui enjambe le golfe de Corinthe. C'est un contrat dont on prend la concession, c'est-à-dire qu'on va en assurer la conception, la construction, le financement, l'exploitation. On est en zone hyper sismique, la mer est très profonde et on ne sait pas comment on va le construire. Et pourtant, on signe le contrat avec des ingénieurs qui disent on va y arriver. Ouais. Mais au départ... Ça ne nous rassure pas. Moi, je trouve au contraire ça très rassurant de voir que on peut créer les conditions de confiance, parce que pour avoir de l'audace, je l'ai dit et j'y insiste, il faut une grande intuition et beaucoup de confiance. Et au fond, avoir des ingénieurs qui ont suffisamment confiance dans leur capacité de calcul et de conception pour prendre le pari, et puis derrière quelques financiers qui sont capables de modéliser ça et d'arriver au bout, je précise qu'il ne faut pas avoir peur, puisque le pont est construit et que la concession tient debout. Non mais, voilà, non mais c'est deux exemples que je peux vous donner. Il y a dans la salle un garçon qui dirige les travaux de la ligne de TGV Sud-Europe Atlantique. En matière d'audace, c'est quelqu'un qui va, dans le cadre d'une concession, construire 300 km de lignes à grande vitesse dans un délai qui est 2 fois plus rapide que ce que ferait une organisation en maîtrise d'ouvrage public où on aurait découpé en morceaux le chantier. Donc voilà un autre exemple d'audace de concepteur-constructeur qui prend de manière globale un risque et qui dit oui, je vais le faire. Juste une question qui décline de celle qui vient de vous être posée et qui part d'une réalité qui est souvent constatée, notamment en France, mais pas uniquement, selon laquelle les grandes entreprises sont souvent obligés de faire appel à des entreprises comme Altran, par exemple, qui vont chercher des ingénieurs et des idées dans de l'innovation dite ouverte, c'est-à-dire ailleurs, parce que finalement, en interne, ça a été le cas de Renault, ça a été le cas d'Airbus, ça a été le cas, qui sont allés chercher dans ces entreprises d'autres ingénieurs, parce que, et je vais aussi poser la question à Navi Rajou, d'abord à Navi d'ailleurs, si vous voulez bien, Pierre, on va dire Copé, qui sont obligés d'aller chercher de l'innovation dite ouverte ailleurs parce que mais finalement leurs process sont trop lourds et qu'elles n'arrivent pas, malgré leur désir, à entretenir les petites parts d'innovation libre, en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je pense que l'innovation ouverte, alors pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, c'est un concept qui a été théorisé il y a exactement 11 ans par Henry Chesbrough, qui consiste à dire finalement, tous les gens intelligents ne travaillent pas pour vous. C'est-à-dire que même si vous êtes un grand groupe, vous ne pouvez pas avoir accès à toutes les expertises et compétences nécessaires pour justement gérer des projets complexes en infrastructure ailleurs. Et donc 10 ans plus tard, effectivement, quasiment tous les grands groupes commencent à faire l'innovation ouverte. Mais là où ça manque d'audacité, pour être très direct, c'est un sujet que je traite dans le prochain livre, souvent quand on fait l'innovation ouverte, on va chercher des compétences, des idées qui, quelque part, renforcent des schémas mentaux qu'on a déjà. C'est très rare qu'on va chercher des idées qui vont vous défier. Et donc, l'audacité consisterait en fait à aller trouver des partenaires qui vont vous challenger. Un fournisseur, par exemple, qui dit écoutez-moi, mais la façon dont vous conduisez, par exemple, une voiture, ce n'est pas vraiment adapté aux besoins de demain. Donc, la question, c'est oui, il faut s'ouvrir, mais il faut avoir l'humilité d'être challengé par les partenaires. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas pratiqué de telle façon, l'innovation ouverte. Oui, on croit qu'aller chercher l'idée dehors, c'est bien, mais il faut d'abord l'écouter. C'est-à-dire savoir l'écouter, c'est le premier problème. Pierre Coupet. Oui, je voudrais là-dessus dire deux choses. Une chose qui a trait à l'organisation des métiers de la construction. Les métiers de la construction se font en partenariat avec des centaines de PME, de sous-traitants, de co-traitants, de bureaux d'études, de cabinets d'ingénierie. Et donc, bien sûr que nous sommes au centre d'un écosystème auquel nous sommes ouverts et dont nous nous imprégnons et dont nous nous inspirons par nature. Mais je crois que derrière votre question, il y a aussi la nécessité, pour ne pas laisser les entreprises se scléroser,
de les ouvrir. C'est pour ça qu'on vient à des réunions comme celle-là, mais c'est aussi pour ça qu'il faut, je crois, être prêt à des partenariats avec des associations, avec des organisations non gouvernementales ou avec des gens qui ont une sensibilité ou une approche complètement différente de la nôtre, parce que je pense que ça nous enrichit beaucoup que de travailler avec des gens qui ne sont ni sur le même modèle, ni dans le même écosystème que nous, et qui ont une autre focale, un autre regard. Et donc c'est une condition de survie, a fortiori pour un grand groupe, que d'être ouvert au monde et d'être ouvert au partenariat. C'est vrai que nous avons un métier qui facilite cette ouverture, mais je crois que nous avons aussi besoin d'un état d'esprit qui nous permet d'accueillir des points de vue différents et de nous laisser impacter par ça. Je voudrais dire, ça vous aidera, Madame la Présidente, ça fera la transition avec la question, les deux questions pour laquelle on vous a brûlé la politesse. Au fond, je pense que une marque d'ouverture qui est une condition de l'ouverture, c'est d'accepter de sortir du politiquement correct. Au fond, je l'ai dit en ouverture, nous sommes extrêmement contraints par des règles, par des formatages, par des process, par des procédures, par des contrôles, par des agences de notation. Et tout ça finit par fabriquer un espèce de novlangue ou un espèce de charabia ou un espèce de discours dans lequel sont enfermés les acteurs d'un même écosystème. Et ça fabrique de la langue de bois et du discours politiquement correct. Et au fond, l'audace, c'est aussi de s'ouvrir à un discours qui ne soit pas politiquement correct et d'accepter d'entendre des gens qui ne raisonnent pas comme nous, qui ne parlent pas comme nous et qui ne sont pas dans le même cadre de référence. Et ma compréhension et mon observation du monde politique, c'est que fondamentalement, c'est sa principale difficulté. C'était pour apporter de l'eau au moulin de la question de ce monsieur. Alors, dans les deux questions posées, il y a d'abord l'idée qu'on a des prédécesseurs. À gauche, par exemple, il y avait Simone Veil cité pour la droite et son initiative sur l'avortement. Et puis à gauche, Badinter, la peine de mort, Mitterrand qui prend l'initiative, en effet, alors même qu'il est candidat, d'avoir l'audace d'aller contre l'opinion générale de l'époque. Et puis il y a une autre question qui est comment et quand la classe politique française, en ce qui nous concerne, va se réformer. Nouvelle Donne d'un côté, la Rotourou par exemple, ou Denis Père de l'autre aussi, qui essaye de trouver d'autres voies et d'autres façons de faire de la politique en étant plus respectable, durable, acceptable, je ne sais pas. Oui, alors moi, d'abord, la classe politique, certainement, je fais partie de la classe politique, mais moi, j'ai des amis et des adversaires. Et je dirais même qu'aujourd'hui, dans un champ politique qui n'est plus bipartisan, mais qui est de plus en plus tripartisan, je n'ai pas seulement des adversaires dans le champ politique, j'ai des ennemis. Donc, je ne me reconnais pas, moi, dans tout ce que font ni mes adversaires, ni mes ennemis. Je ne peux défendre que le camp auquel j'appartiens, qui est celui de la gauche, du mouvement. La gauche, c'est le mouvement. Et la gauche, elle essaye aujourd'hui de réconcilier les Français avec l'idée de progrès, parce que l'idée de progrès est profondément en crise. Alors, est-ce qu'il faut être à l'écoute de tout nouveau mouvement politique qui se crée? Bon. D'abord, moi, je ne suis pas du tout sûre que la démarche, par exemple, de Nouvelle Donne soit analogue à celle de M. Denis Père. Je pense qu'on va parler à un moment d'expatriation, à un moment de nos échanges. Si vous voulez. M. Denis Père, il s'est expatrié fiscalement. Pour moi, ce n'est pas un modèle, ça. Ce n'est pas une nouvelle manière de faire de la politique, de créer un parti politique, disant nous, citoyens, quand on a passé plus de 10 ans de sa vie comme exilé fiscal, parce qu'on conteste la solidarité sans laquelle un pays n'existe pas. Voilà. Donc non, ce n'est pas un modèle pour moi, par exemple, nous, citoyens. C'est une belle marque, bravo. Mais c'est pas par contre, je suis davantage sensible à ce que portent les militants de Nouvelle Donne. Mais par exemple, en matière d'audace, il y avait la question du cumul des mandats.
Ça tombe bien, est-ce que la on loi l'a fait. est assez audacieuse, dire, là, le changement oui, la loi est audacieuse et c'est assez même audacieux de demander à des élus. Moi, je suis non seulement une croyante, mais une pratiquante du non-cumul. Vous êtes député, voilà. Mais c'est assez audacieux, c'était relativement gonflé de demander à des élus de s'auto-réformer. Et c'est en fait ce qu'on a demandé, ce qu'on a réussi, c'est de faire voter à des députés et à des sénateurs le fait qu'ils ne pourront plus cumuler à l'avenir. Bon, ça, c'est fait. Mais comme c'est fait, évidemment, n'en parlons pas. Non, mais certes, c'est fait, mais c'est fait dans la loi. Pardon, je vous coupe, parce que tout le monde a conscience que la difficulté, c'est d'arriver à ce que les gens, finalement, lâchent leur mandat. Mais c'est fait plus que dans la loi. Il y a aujourd'hui plus, avant même qu'elle ne s'applique réellement, il y a aujourd'hui plus de non-cumulards à l'Assemblée nationale qu'il n'y en avait avant. Beaucoup de députés qui étaient maires ne se sont pas représentés aux dernières élections municipales. Il y a les idées, il y a le temps qu'elles cheminent, il y a le temps qu'elles deviennent majoritaires, et parfois certaines ne le sont pas tout à fait. Et il y a le temps du débat et de l'application de la loi. Je sais que nous pouvons décevoir parce qu'il y a entre les moments de l'annonce et le moment des votes et le moment de la mise en œuvre un décalage qui est insupportable aujourd'hui parce qu'on est dans le temps de l'urgence, parce que les médias font que nos concitoyens sont hyper informés. Et quand on parle d'un sujet, ils voudraient évidemment que la réforme qui est appliquée à ce sujet s'applique instantanément. Or, le temps démocratique, le temps politique, il est plus long, il est moins instantané que ça. Mais parfois, ce temps nécessaire du débat, du dialogue, parfois de la confrontation, parfois de la contestation même, est nécessaire pour qu'une idée fasse son chemin. Et il vaut mieux une idée qui est bien comprise et bien intégrée et qui s'applique durablement que de l'affichage, des lois d'affichage qui en fait ne portent pas du tout les fruits qu'on attendait d'elles. Vous pouvez aussi applaudir. Hein. Merci, c'est audacieux. Alors, à ce stade, 3 questions de la salle, puisque on a encore 3 quarts d'heure, on va en profiter. Je me lève juste parce que comme il y a les... Je veux être sûr, alors il faut se jeter à l'eau, essuyer les plâtres, je vous en prie. Alors les étudiants, puisque la salle... Il y a une question là. Alors il faut que vous ayez accès à un micro, parce que sans micro, on ne vous entendra pas. Non, attendez, avec un micro, s'il vous plaît. Ça va être plus compliqué, mais... Voilà, s'il vous plaît, derrière vous. Voilà, ça vient. Merci, monsieur. Présentez-vous. Une question courte, s'il vous plaît. Je vais essayer d'en prendre 3. Patrice Bonnefous, je suis là à titre indépendant. Vous parlez du cumul des mandats, mais ça, c'est une affaire qui va coûter plus cher aux contribuables, étant donné qu'auparavant, le cumul des mandats, les rémunérations, les salaires ou les indemnités, appelez-les comme vous voulez, étaient limités. Ce qui fait que maintenant, sans le cumul des mandats, tous les gens vont être payés à 100%. Donc ça reviendra plus cher aux contribuables. Vous voulez les payer à combien? Vous voulez les payer à moins de 100%? Quand il y avait un cumul des mandats, c'était dans la loi, les gens, pour le 2e mandat, avaient une rémunération qui était diminuée, avec un plafond. Votre question, c'est quoi, monsieur? C'était juste une objection, d'accord. Deuxième intervention. Attendez, non, monsieur ici. Chut. Levez-vous s'il vous plaît, présentez-vous, question, allez-y. Bonjour, Constant Méheux, je suis étudiant en prépa HEC. Ma question est plutôt pour vous, Madame Mazetier. Comment est-ce que justement dans le niveau politique on peut sortir de ce dilemme qui est d'avoir des mesures audacieuses qui viennent en fait fragiliser la réussite électorale et donc par conséquent fragiliser la mise en œuvre de cette mesure audacieuse si tant est que le politique veuille vraiment sortir de ce dilemme? Merci beaucoup. Alors là, ici mademoiselle, peut-être là. Là, s'il vous plaît, voilà, allez-y. Bonjour, je suis Anne de Lestan, gérante de société, et je voudrais profiter d'un parterre où on a un point de vue à la fois sur le plan du chercheur, de l'entreprise, du politique et de l'environnement, pour vous poser une question sur votre représentation de l'excellence et le lien que vous faites entre excellence et audace. Merci, on va s'arrêter là parce que déjà... pour la première série de questions, parce que déjà là c'est copieux. Alors,
Eh bien, commençons par ça, si vous voulez bien, parce que je ne veux pas que ça ait l'air d'être une douche systématique politique, mais on va y revenir tout de suite. Pierre Copé, Navi Radjou et Tristan Lecomte. Vous n'êtes pas intervenu aux dernières questions, donc je vous en prie. Excellence, audace. Est-ce que c'est obligatoirement lié? Est-ce que parfois l'excellence d'une entreprise n'est pas de respecter ses process? Parce que quand même, on met en jeu des paquebots et on ne prend pas des décisions comme ça. Bref, excellence et audace, vous demande mademoiselle. Je pense que c'est vraiment lié, ouais. L'excellence, c'est d'être un peu au-dessus du lot, c'est comme ça que je le vois, ou un peu décalé. Donc oui, bien sûr, ça me paraît tout à fait lié. Alors, Pierre Copé. J'ai peur d'avoir commis une erreur, d'avoir fermé la question qui était plus ouverte, telle qu'elle était formulée par mademoiselle. Madame, est-ce que vous voulez réouvrir votre question? Non, allez-y. La question est ouverte. Non, mais comment concilier l'excellence et l'audace? C'est vrai que je pense que, au fond, on est dans des allers-retours entre la créativité, la normalisation, entre le process et l'invention. Je pense que le rôle d'un patron est de veiller. Le rôle d'un patron, c'est pas spontanément celui de développer l'audace, puisque l'audace, c'est sortir du cadre. Et le rôle du patron, il est plutôt de faire un cadre et de le faire appliquer. Donc on est bien dans le paradoxe. Et donc le rôle du patron dans une entreprise, mais dans n'importe quelle organisation, il est bien de trouver des allers-retours entre l'application de la règle et l'adaptation de la règle, qui par définition est supposée générer de l'excellence, puisque toutes les forces de l'entreprise sont logiquement orientées vers le progrès, vers la productivité, vers l'amélioration et vers le progrès. Mettre de l'audace au milieu, c'est, je crois, accepter dans les façons de faire que les initiatives individuelles et que les personnes soient reconnues. Mettre de l'audace dans l'excellence, c'est mettre de la confiance dans les personnes et c'est en permanence réaffirmer l'humanisme de l'entreprise contre le machinisme et l'humanisme et la responsabilité des personnes contre le process et contre le système. Et puis je crois que c'est aussi la possibilité qu'on peut s'offrir quand on est un grand groupe, de cultiver des herbes folles. Ça veut dire accepter ou encourager qu'à côté de ce qu'est le core business, à côté de ce qu'est l'essentiel de l'activité, on puisse développer des activités qui ne sont pas nécessairement dans le cœur du métier ou qui ne sont pas nécessairement dans le process ou qui ne sont pas nécessairement labellisées dans l'excellence, mais qui vont demain développer un business ou permettre à des collaborateurs de s'exprimer ou d'exprimer leurs talents ou leurs envies. Simplement, telle que votre question est posée, elle a une tendance à opposer excellence et audace, et en réalité, je pense que l'entreprise doit savoir concilier les deux, à la fois dans son organisation, en mettant de l'audace dans l'excellence, et en permettant parallèlement de développer, parallèlement à son core business, de développer des herbes folles. J'ai fait un effort, mais la question était un peu serrée. Navi, plus concrètement encore, qu'est-ce que vous répondez aux grands patrons, aux entreprises qui vous sollicitent, notamment dans la Silicon Valley, donc, que parfois on idéalise ici, quand ils vous posent la question du leadership au regard de ces sujets audace et précisément, et en même temps excellence? Qu'est-ce que vous leur dites alors qu'ils vous disent souvent, bah oui, mais il faut d'abord que je fasse mon business, il faut d'abord que l'entreprise produise avec ses process? Oui, mais je crois que je vais être un petit peu provoque en disant que, étant français en particulièrement, je parle de point de vue économique, l'excellence, souvent, on mesure ça en termes d'excellence technologique. C'est quelque chose qui est toujours nouveau. Donc, c'est toujours, même dans le contexte de technologie Silicon Valley, ce sera iPhone 5, ensuite c'est 6, c'est 7. Donc, une espèce de course d'armement continu au niveau technologique. Et on a bien entendu De Gaulle ce matin. Effectivement, il a eu l'audace, enfin Schweizer avant lui, et ensuite renforcé par lui, de dire finalement, on va aller à contre-courant. Donc, au lieu de s'engager dans une course technologique à continuer à faire plus avec plus, on va faire une marque d'acier aujourd'hui qui finalement va contre-pied de cette idée de progrès en disant on peut faire simple et peut-être la simplicité, c'est ça l'excellence. Je vais vous donner un exemple concret d'entrepreneurs français qui le font, que j'admire beaucoup. C'est BeBound, c'était lancé par Yazid Shir et Albert Sulzman. En fait, alors que tout le monde est passé de 3G à 4G, en Corée, on parle déjà de 5G, mais devinez quoi? Eux, ils offrent la possibilité de vous connecter à l'Internet en utilisant la technologie 2G, qui est la technologie de SMS. Et l'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus disponible à travers le monde. Il y a 3 milliards d'habitants dans le monde qui ont des portables qui ne peuvent pas se connecter à l'Internet.
pour eux, avoir accès au Wi-Fi ou au 5G, c'est pas possible. Ouais. Alors qu'effectivement, on peut juger ça comme étant l'excellence, mais c'est pas l'excellence qui est accessible et démocratique à tout le monde. Donc des fois, je pense qu'on peut faire l'audacité, c'est justement dire, on cherche pas l'excellence telle que mesurée par le progrès technologique, plutôt faire quelque chose qui est simple, mais en même temps qui est beaucoup plus abordable et accessible. Au fond, vous nous dites, c'est un peu, vous prenez souvent l'exemple de la fusée indienne. Démonstration avec 73 millions de dollars, c'est-à-dire que rien à voir avec les budgets de la NASA. 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Ils ont quand même mis... 3 fois plus vite. Il faut le dire quand même. Les Indiens ont mis en orbite des satellites de façon aussi efficace qu'Ariane ou que la NASA, en effet. Mais est-ce que pour autant, aujourd'hui, l'excellence, ça voudrait dire qu'il faut cette frugalité dans l'innovation, dans l'innovation technologique? On sait bien que ce n'est pas le cas partout. C'est-à-dire qu'on continue à produire des écrans toujours plus modernes qui polluent de plus en plus pour leurs petits frères qu'on casse. Toujours plus. C'est quand même ça aussi le business. Oui, mais je pense qu'il y a une année charnière. Là. Enfin, je pense que les années à venir, ce qui se passe pour l'industrie pharmaceutique, les recherches montrent de plus en plus d'études, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre le montant investi en R&D, qui s'élève à 640 milliards de dollars l'an dernier, et la capacité de l'entreprise à innover. Donc il n'y a aucune corrélation. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de votre temps de pognon. Ce n'est pas l'argent qui achète l'innovation, voilà, concrètement. Donc ça veut dire que finalement, il y a d'autres critères qui entrent en jeu, effectivement. C'est comment on s'organise en interne, au niveau la culture de l'entreprise, etc. Le leadership joue un rôle aussi. Mais l'idée, finalement, c'est qu'en fait, ce n'est pas uniquement en investissant en R&D qu'on va trouver l'excellence. Donc il y a d'autres leviers effectivement à utiliser. Et c'est ça qu'on découvre maintenant, c'est que même les entreprises pharmaceutiques commencent justement à dire, en pratiquant l'innovation ouverte dont on a parlé, ou en s'organisant en petites équipes, en petites cellules, est-ce qu'on ne peut pas innover mieux avec moins? Et ça, je crois que c'est vraiment un nouveau paradigme qui commence à prendre de l'ampleur en Occident. Excellence et audace. C'est aussi le paradoxe auquel vous êtes confronté. C'est facile comme pont, mais enfin, voilà, c'est quand même la réalité. C'est-à-dire que vous aussi, le sujet, c'est ce paradoxe qui vous fait parfois hésiter entre... Navi Radjou vient d'expliquer que l'excellence, si c'est le luxe pour quelques-uns, alors... il a dit d'une certaine manière que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Et en fait, en politique, c'est ça qu'on recherche. L'excellence, si c'est exclusivement la sélection d'élites qui se reproduiront et vivront loin du peuple et vivront bien, ça ne nous intéresse pas. En revanche, si l'organisation de la société ne permet pas précisément de sortir des cadres, de démentir les déterminismes dont je parlais tout à l'heure, alors il faut avoir l'audace de changer ces cadres et de les bouleverser. Alors, je voudrais répondre à l'histoire du chêne et du roseau, parce qu'il y a une autre question qui était analogue. Encore une fois, c'est un difficile équilibre, mais qu'il faut savoir tenir entre la réforme, le changement, sans pour autant ne rien entendre de ce que dit une société, de ses angoisses ou de ses crispations. Je veux insister là-dessus, parce que en démocratie, on ne peut pas faire les choses contre le peuple. C'est ça qui fait que nous sommes élus ou réélus, ou au contraire battus, et c'est sain. C'est sain. Pardon, mais une entreprise, elle n'est jugée d'une certaine manière que par sa prospérité, ses clients ou ses actionnaires. Nous, c'est pas mal, mais ça suffit pas. Voilà. Je voudrais juste ça suffit pas. Les politiques, ils s'occupent, eux, d'une société dans son ensemble, d'un pays, et du fait que ce pays, cette société, dans ses plus faibles comme dans ses plus performants, doit progresser, survivre. Aujourd'hui, la question que nous posent nos concitoyens, c'est: nous savons que nous n'échapperons pas à la mondialisation, mais nous craignons de ne pas survivre à la mondialisation. Et notre rôle, c'est de leur dire: c'est supportable de faire 4% de déficit en trop, ça n'est pas supportable de vivre avec 4 degrés de plus. Voilà. Donc la survie de notre pays, la projection
positive dans l'avenir de notre pays, elle passe par le fait de traiter ses angoisses et parfois, de temps en temps, mettre un petit peu le frein. C'est fait pour accélérer davantage le lendemain. Pardon, mais je me demande si finalement, parce que je ne veux pas qu'on évacue la question de monsieur sur les montants, les indemnités des élus, je me demande si là, finalement, ce n'est pas exactement le type des difficultés auxquelles vous êtes confrontés quand vous devez à la fois être dans l'audace, alors, le monsieur, changement... alors, on va répondre à cette question très très précise, parce que le monsieur dit une chose qui est à la fois juste et erronée. Juste parce qu'il explique que quand il y avait cumul des mandats, il n'y avait pas cumul intégral des indemnités. Il y avait écrêtement. Mais ce qui était écrêté, ce qui était au-dessus, était redistribué à d'autres élus. Donc en fait, ça ne coûtera pas plus cher de redistribuer à une seule personne ce qui était redistribué. L'enveloppe globale reste la même, c'est ça? Mais ça me paraît bien technique et pas très... Non, non, mais, si, je voulais effectivement... Tout le monde a pu comprendre. Mais donc ça ne coûtera pas plus cher. Voilà. Alors, moi, ma question, mon objection, c'était que c'est finalement assez paradoxal. On a vu dans les sondages que globalement, le pays entier veut en finir avec le cumul des mandats. Et pourtant, ce type d'objection légitime vient aussi. C'est pas ça la difficulté pour vous aussi, d'être en permanence à devoir expliquer? Bien sûr. La politique, c'est aussi la gestion des contradictions. Et la politique, c'est une dialectique. Voilà. La synthèse, surmonter des contradictions, c'est vraiment la politique au sens le plus noble du terme, et c'est un exercice au quotidien. Oui, c'est contradictoire. Oui, nos concitoyens nous envoient des signaux très contradictoires. Oui, tout le monde est pour le non-cumul des mandats, sauf pour son propre élu. Moi, quand j'ai expliqué que je ne me représenterais pas au municipal, mes électeurs m'ont dit alors... Vous nous abandonnez. Je dis pas du tout, je reste députée, je reste votre élu. Voilà. Et pourtant, je suis élue de Paris. Alors imaginez dans des territoires qui se sentent très éloignés des centres de décision. Ouais. Donc voilà, oui, ça fait partie du job. Alors, trois autres questions à la salle aussi, s'il vous plaît. Monsieur ici. Monsieur, attendez. Allez-y, je vous en prie. Levez-vous si vous voulez bien, ce sera plus facile pour tout le monde. Présentez-vous et je vous en prie, monsieur. Retraité, Jean Galéasi. Je voudrais poser une question à Sandrine Mastier. Est-ce que l'audace, ça ne serait pas pour notre gouvernement de dire la phrase de M. Rajou, on va faire mieux avec moins? Et j'ai encore jamais entendu ça. Pour l'instant, ils font... La deuxième chose, je suis inquiet, parce que notre président a une question d'un journaliste qui lui disait « les emplois d'avenir, ça va coûter cher ». Notre président a répondu « ça ne coûtera rien parce que ça sera payé par l'État ». Enfin... Troisièmement, juste dernier point. Comme quoi les journalistes... Troisièmement, la relation entre moins de 4% sur le déficit et plus 4 degrés, ça n'a rien à voir. Notre gouvernement... Si, ça a tout à voir. Attendez. Vous allez avoir largement le temps de répondre, mais je voudrais quand même que... Alors, ici. Non, derrière, s'il vous plaît, derrière vous. Voilà, madame. Ah, c'était pour elle, c'était pour mademoiselle. Eh ben, il n'y a pas de problème. Merci. Et je vous avais vu d'abord. Mademoiselle, allez-y. Donc moi, je suis étudiante à l'ESCP Europe. Donc voilà, donc moi, c'est une question qui n'a rien à voir avec la politique. C'était donc pour vous, Tristan Lecomte. Donc, sortant d'une école de commerce, donc tout comme vous, je voulais savoir, est-ce que vous avez un mot pour nous, les étudiants qui voulions faire de l'entrepreneuriat social, voilà, qu'est-ce qui nous motiverait à être audacieux et à pas suivre, comme vous avez dit, la facilité ou une voie toute tracée. Voilà, merci. Merci. Alors, attendez, un peu plus haut peut-être. Là-bas, au fond, monsieur, voilà. Et je prendrai une quatrième de ce côté-là. Bonjour, Pierre Portevin, je suis entrepreneur, j'habite à Bruxelles pour des raisons non fiscales. Et pas plus tard qu'hier, Guy Verhofstadt, Pascal Lamy, Alain Minc débattaient de l'Europe et parlaient de l'inéluctable nécessité de faire plus d'Europe. Alors est-ce que l'audace dans le pouvoir, c'est pas de lâcher le pouvoir au niveau national et de mettre plus d'intelligence collective au niveau européen? Ok. Non, je vais prendre une question de ce côté-là, s'il y en a dans la salle ici. Non, alors monsieur, au milieu. Allez, levez-vous s'il vous plaît, voilà, pour que l'hôtesse puisse vous transmettre le micro. Allez-y. J'aimerais revenir sur le... Non, allez, enchaînons si vous voulez. Sur l'excellence, le rapport avec l'audace et l'excellence. Je vous en prie.
Quand Avec on parle un élément d'excellence nouveau. en France, l'excellence académique, on parle forcément des grandes écoles. On a entendu le SCP, HEC, Polytechnique, c'est très bien. Enfin, c'est parfait pour vous. Mais je tiens juste à rappeler que les gens talentueux, les gens qui sont audacieux, viennent aussi d'autres cursus universitaires, d'autres facultés. Mais... Et là, je ne parle pas pour moi. Oh, vous faites Et là, quoi je dans la parle vie pas pour moi. Vous faites quoi dans la vie si vous êtes étudiant vous-même? Je suis entrepreneur, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle les Arts et Métiers. Super. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, je ne parle pas pour moi. Allez-y, posez votre question. Mais peut-être que l'audace aussi, ce serait de... je tiens à dénoncer quelque chose qui... Allez-y. C'est un secret de Polichinelle. Beaucoup de grandes entreprises, dans leur structure RH, ont une grille salariale en fonction de votre origine, de votre diplôme. Vous méritez un tel salaire. Enfin, je tiens à dénoncer cette... Et c'est vrai souvent, pas qu'en France, mais la France est en pointe sur cette façon de procéder. La France est Vous avez malheureusement raison. en pointe dans ce... Donc peut-être que l'audace aussi, ce serait de s'ouvrir à d'autres formations, à d'autres... voilà. Alors là, il y a des questions de nature très différentes. Tu vois que les X s'applaudissent aussi, donc vous voyez, vous êtes en chemin pour le progrès. Pierre Copé. Alors là, il y a une interpellation qui touche la France en particulier. Même chez vous, vous devez le faire aussi. Vous le dites pas, mais vous le faites, vous avez été DRH. Un X d'emblée, il est mieux payé qu'un... Non, mais il n'y a pas de secret. Attendez, dans toutes les entreprises, il y a en effet des grilles que d'ailleurs on vous vend dans les écoles en vous disant si tu es arrêt métier, tu commenceras à 34 000 € par an si tu vas travailler chez L'Oréal. Vous le savez bien, enfin, c'est pas un secret. C'est ni un secret de Polichinelle. Ce que vous évoquez, c'est la question de savoir si la seule façon de réussir dans le système français et de sortir de telle ou telle école et de telle ou telle filière. Et vous avez raison. Moi, j'ai l'impression qu'on se soigne plutôt pas mal là-dessus. C'est-à-dire que je pense en effet que la France est championne du monde d'une fabrication archi-normée des élites et d'une préférence des élites et d'un système de sélection d'élites qui passe par les grandes écoles. Mais pourquoi vous ne le cassez pas, ça ce serait l'audace. Mais on ne vous a pas attendu. On a de très nombreux exemples de personnes. Alors, ce qui est vrai, c'est que si vous n'avez ni qualification, ni expérience, et que vous vous présentez, vous allez entrer au bas de l'échelle, et que si vous sortez des arts et métiers, on va vous mettre derrière des machines parce que vous êtes super bon en mécanique aux arts et métiers, et si vous êtes polytechnicien, on va plutôt vous mettre sur des trucs plus conceptuels. C'est comme ça, et d'ailleurs, ça marche plutôt pas mal. Ce dont je suis sûr, et c'est en tout cas une des marques de fabrique que nous revendiquons chez Vinci, c'est que sur les grands projets, vous devez être à côté du patron du chantier Sud-Europe Atlantique, il va bouger, vous allez voir. Et lui, il vous donnera une très bonne illustration dans la sélection de ses collaborateurs. Il va prendre des types qui sont efficaces, qui savent s'organiser et qui ont des capacités de management et de commandement. Et je peux vous dire que la question du CV et de la formation initiale est très, très vite oubliée. Oui, c'est un point d'entrée. Non, je ne crois pas que, en tout cas dans la pratique qui est la nôtre, le sujet des diplômes et des étiquettes qu'elles vous attachent soit aussi déterminante que vous dites. Mais vous avez raison de dire que c'est un sujet à combattre. Je voudrais poser la question ou élargir le sujet avec vous, Navi. Est-ce que la France, j'ai peut-être dit un peu de façon trop exagérée ou trop péremptoire, il n'y a pas qu'en France quand même qu'il y a des grilles qui sont corrélées aux écoles. Les écoles sont cotées aussi aux États-Unis. Donc, mais est-ce qu'il y a une autre façon, avec une plus grande ouverture d'esprit, de voir les candidats arriver, quel que soit leur diplôme, en effet, ailleurs, aux États-Unis par exemple, dans la Silicon Valley? Comment on fait? Silicon Valley, en fait, c'est vrai que la différence entre Silicon Valley et l'Europe, et particulièrement France, c'est que Silicon Valley, ce qui importe, c'est où vous voulez aller. Je crois qu'en Europe, on s'inquiète davantage d'où vous venez. Et c'est un peu ça la grosse différence. Et je pense que Silicon Valley, ce qui est intéressant, c'est que la culture méritocratique, c'est qu'effectivement, ça peut donner des chances particulières si vous sortez d'une grande école, mais finalement, c'est pas preuve. Vous gagnez un peu ce respect et ce mérite, quoi. Donc je crois que c'est un peu ça que je me demande, c'est comment on peut créer cette culture méritocratique où effectivement on peut sortir d'une grande école. Hein, il y a pas, j'ai rien contre. J'ai fait moi-même,
Mais ensuite, la question, c'est il faut pas que ça crée, il faut qu'il y ait des formes de barrières, si vous voulez, artificielles, qui préviendraient en fait quelqu'un qui ne sort pas grande école pouvoir réussir. Vous avez fait Centrale pour la citer, puisqu'elle n'a pas été citée, celle-là Bien encore. sûr. C'est pour ça que j'étais franc quand même. Je vais arriver au bout à la fin. Alors, juste, question de mademoiselle sur cette idée d'avoir un autre univers, alors même qu'on est dans une école, grande école, et notamment de commerce comme le SCP. Qu'est-ce que vous répondez à cette demande de cette étudiante qui vous dit « Donnez-nous envie d'aller ailleurs ». Foncez. Non mais d'accord, c'est un peu court, jeune homme. On aurait pu, mon Dieu, dire bien des choses en somme. Mais vous êtes les bienvenus. Enfin, la réponse, non, attendez, c'est d'avoir Tristan confiance. Lecomte. Mais oui. Non mais après tout, d'accord. Mais non, enfin, j'ai envie de répondre comme le pape. Ayez confiance, parce que et ça répond à la question précédente, c'est-à-dire que si on a envie de sortir de cette société bloquée sur des étiquettes, sur des appartenances et sur des process de sélection des élites absurdes et dépassés, il faut valoriser l'entreprise, valoriser l'entrepreneuriat et faire confiance à ceux qui se jettent à l'eau. Donc allez-y. Ça, c'est ma première réponse. Ma deuxième réponse, c'est que si vous souhaitez être sur le schéma de l'entrepreneuriat social, il y a dans les associations et dans l'association Aurore dont Thierry a dit tout à l'heure que je m'occupais, il y a de la place pour des jeunes diplômés et pour des gens qui ont l'envie d'entreprendre et l'envie d'affirmer de l'audace au service d'un modèle qui est évidemment moins orienté vers le profit et plus orienté vers une activité d'insertion. Mais ça, par exemple, ça greffe pas une carrière tout d'un coup de se retrouver 2 ans, 3 ans à Aurore ou ailleurs, alors qu'on aurait pu, on voit ses petits camarades avancer dans la boîte. Ça, faut poser la question à Tristan. Est-ce qu'il a l'air grevé? Bon, un petit peu. Est-ce que non, je pense que pour répondre vraiment à ta question, toutes les personnes que j'ai vues qui se sont engagées, moi j'ai commencé en 98 et depuis 98, toutes les personnes que j'ai vues s'engager dans ces voies n'ont jamais regretté et se sont toujours développées beaucoup plus que si elles étaient restées dans un cadre qui ne leur correspondait pas forcément ou alors qui ne les challengeait pas autant. Parce que s'engager dans l'entrepreneuriat social, ça te remplit tellement de joie, de bonheur, de satisfaction personnelle de savoir que tu travailles pour une cause, pour un idéal, que ça a une utilité sociale ou environnementale, que ça remplit de l'intérieur en fait. Et c'est beaucoup plus qu'un métier, c'est une passion, c'est quelque chose dans lequel tu t'investis énormément et donc tu développes tes capacités beaucoup plus que ce que tu aurais fait si tu es dans un job ou une fonction qui ne te convient pas. Donc c'est vraiment quelque chose... Enfin, une aventure dans laquelle j'engage tout le monde à s'engager. Moi-même, c'est ce qui a rempli ma vie et ce qui l'a rempli encore aujourd'hui, le fait, soit à travers Alter Eco, donc de développer des partenariats avec des groupes de petits producteurs agricoles pour importer leurs produits dans des meilleures conditions et voir concrètement sur le terrain les avancées et les progrès qui sont faits en termes d'impact socio-économique. C'est juste fabuleux. De même, maintenant, avec Pur Projet, où on plante des arbres au sein des milieux agroforestiers d'entreprises comme par exemple Nespresso, j'ai vu que c'était là ce matin, ou d'autres, Accor, pour rééquilibrer leur rapport avec l'écosystème. En général, ces vocations-là, c'est des métiers qui sont beaucoup plus complexes. C'est facile de faire des chaussettes ou du shampoing, mais c'est beaucoup plus compliqué de faire une chaussette ou un shampoing qui a une utilité sociale et sociétale parce qu'il faut trouver l'argent pour ça, le mobiliser, l'utiliser, essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'impact. Donc c'est aussi des métiers, je pense, où on sollicite beaucoup plus de neurones et de compétences. Et tous ceux qui s'engagent, même si parfois c'est un échec économique, moi les 5 premières années j'ai subi des échecs. J'ai ouvert une première boutique qui n'a pas marché, une deuxième qui n'a pas marché, un site internet qui n'a pas marché, du conseil qui n'a pas marché, et c'est au bout de 5 ans uniquement qu'on a réussi à vendre ces produits en GMS et en grande distrib et qu'on a réussi à trouver notre modèle. Donc, et jamais on a laissé tomber, tous ensemble, on a cru à cette chose-là et on pensait jamais s'arrêter parce que ça nous remplissait de bonheur. Et je vais répondre aussi, enfin je voulais faire un petit commentaire sur les écoles. Moi je trouve que c'est complètement injuste le poids qui est donné aux écoles que l'on fait. Moi-même on m'a mis, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, moi, quand je me suis lancé dans le commerce équitable, parce que j'avais fait HEC, il y en a qui ont dit que je vais dévoyer le commerce équitable. J'avais une boutique de 30 mètres carrés. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne vend rien. Et parce que j'ai fait HEC, je n'ai pas le droit de m'engager dans l'environnement ou dans les causes sociales. Ou alors, à l'inverse, je vois des gens, ils ont 60 ans, ils disent, ouais, j'ai fait HEC. Je dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi?
Enfin, C'était il y a 40 ans. Et pourquoi est-ce qu'encore maintenant, il met son étiquette HEC? C'est honteux, quoi. C'est comme vous dites, aux États-Unis, on demande beaucoup plus où est-ce que tu vas plutôt que qu'est-ce que tu as fait il y a 40 ans. Ouais, j'ai réussi un examen il y a 40 ans. C'est ridicule. Et enfin, vous le dites en même temps parce que vous l'avez fait, vous. Hein. Comment? Ouais. Ouais. Non, mais j'ai trouvé ça toujours totalement injuste par rapport à justement ceux qui vont à la fac. Et j'ai suivi des cours de philo en parallèle ici à la Sorbonne, et je trouvais que le décalage entre la manière dont on était chouchouté, choyé à HEC et la manière dont c'est le bazar ici parfois dans l'université, c'est d'une injustice assez criante. Et un autre point sur les entrepreneurs, je crois que la proportion d'entrepreneurs chez les HEC est beaucoup plus faible que dans la moyenne des Français. Donc en fait, avoir un diplôme, c'est plutôt un handicap parce que tu dis, ouais, je peux avoir un petit poste confortable dans une grosse boîte, donc finalement, pourquoi je vais entreprendre? Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, en tout cas, même si vous n'avez aucun diplôme, que tout le monde vous dit que vous êtes à côté de la plaque, etc., n'écoutez jamais les gens qui vous disent ça, engagez-vous, foncez. Ne soyez pas peut-être obtus dans une idée qui n'a aucun avenir, mais à partir du moment où on a une idée et qu'on est tenace, je pense que c'est là, il y a l'audacité et la ténacité. La ténacité, c'est une forme d'audace aussi, de continuer même si on a des échecs. Eh bien, c'est comme ça qu'on réussit. Il y a quelqu'un qui l'a dit d'ailleurs dans la vidéo au début. En fait, qu'est-ce que c'est que le succès? C'est de réussir à surmonter suffisamment de fois des échecs pour enfin y arriver. Parce que si vous êtes tenace, un jour, ça va marcher. Je vais revenir vers les étudiants pour d'autres questions, mais les 3 questions de monsieur, quelque part, ça devrait vous aider. S'il y en a un qui est tenace en ce moment, hein, malgré le fait que les sondages lui disent... Absolument. Voilà, il a au moins ça. Bon. Alors, les questions faire mieux avec moins. On est d'accord. On est d'accord. Mais vous le dites pas, c'est ça l'objection. C'est que vous ne diriez pas assez. Je voudrais dire, juste avant de répondre aux questions de monsieur, je voudrais rappeler qu'on fait beaucoup pour la sphère marchande, mais on a fait beaucoup aussi pour la sphère non marchande, parce que pour la première fois, il y a eu une loi justement sur l'économie sociale et solidaire qui donne sa juste place à ce champ tout à fait impressionnant de l'économie. Et voilà, je voulais dire que à côté de l'économie de l'avoir, il y avait aussi l'écologie de l'être, et que ça commande aussi notre action, mais que les deux, c'est vraiment bien que Tristan Lecomte fasse preuve de son expérience, mais aussi de son activité. On ne peut pas couper comme ça en deux et dire il y a les bons d'un côté, l'économie sociale et solidaire, et puis il y a les méchants qui seraient à peu près du côté de Vinci et des entreprises du CAC 40. D'abord parce que Pierre Copé est la preuve. D'abord parce que Pierre Copé est la preuve qu'on peut être à Vinci et qu'on peut présider Aura. Et qu'on a besoin et d'une économie marchande qui continue à prospérer, et aussi de jeunes et de moins jeunes qui s'engagent dans l'entrepreneuriat social et solidaire. Pour en revenir à monsieur, oui, c'est le sentiment qu'on a, nous, qu'on peut faire mieux avec moins. C'est d'ailleurs la loi de transition énergétique, c'est exactement ça. C'est concentrer les moyens publics, et les moyens publics, ce sont nos moyens à nous toutes et tous dans cette salle, sur les secteurs clés, pas seulement les secteurs clés économiquement, mais les secteurs clés qui créeront de l'emploi aujourd'hui et demain, et qui non seulement créeront de l'emploi, mais préserveront notre environnement et notre planète. Donc oui, les priorités budgétaires, elles sont sur le logement et sur, par exemple, l'isolation thermique des logements, la lutte contre les passoires énergétiques. Oui, les priorités budgétaires, c'est l'éducation, parce que on ne pense pas seulement l'instant T, on pense justement au pays de demain,
et on prépare les enfants d'aujourd'hui à être des citoyens et à être des actifs demain qui porteront le pays et qui développeront le pays. Donc oui, on le fait tout en réduisant les déficits publics. Donc oui, on fait mieux, beaucoup mieux, avec moins. 4%, 4 degrés. 4%, 4 degrés, aucun lien. C'était une formule de style, mais il n'y a aucun lien, dit monsieur. Si, il y a beaucoup de liens, au contraire. Il y a beaucoup de liens. Le conformisme intellectuel en Europe, c'était de dire que des règles qu'on a adoptées il y a plus de 20 ans valent toujours de manière un peu fétichiste et qu'il y a cet objectif des 3%. 3%, 3%, 3%, 3%. Bon, et ben si on est à 4, c'est pas un drame. Alors que si on fait 4 degrés de plus, je vous garantis, monsieur, que c'est un drame. C'est un drame dans des pays qui seront engloutis, mais c'est un drame aussi dans notre pays. De toute façon, on ne peut pas penser notre pays sans penser la planète. Voilà, Ségolène Royal, après l'adoption de la loi sur la transition énergétique, elle a dit qu'on avait deux patries, la planète et notre propre pays. Et je crois qu'elle a absolument raison. Donc non, ce n'est pas un drame d'être à un peu plus que 3% de déficit, si ça peut permettre à ce pays et à l'Europe que la déflation menace. Et la déflation, ça ferait du mal aussi à des grands groupes du CAC 40. Non, ce n'est pas un drame d'être un petit peu au-dessus de ce qu'on a prévu il y a 20 ans comme règle. Voilà. Et d'ailleurs, même il y a 20 ans, au moment du traité de Maastricht, les Français avaient toujours expliqué en Europe que ces critères du traité de Maastricht, ils étaient à interpréter en tendance et pas de se borner à les respecter comme ça, quel que soit le contexte et l'écosystème. Merci. Alors, dernière question pour le coup. Je voudrais honneur à Alix. Hein, non. Ah oui, question sur l'Europe, dont acte. Moi, je voudrais répondre. Comme Sandrine Mazotti a été agréable avec moi, je vais la sortir de cette difficulté. Mais vous êtes passé tout près d'un dérapage sur les groupes du CAC 40. Je voudrais dire que les groupes du CAC 40 sont des employeurs, des contribuables et des investisseurs en France qui font fonctionner l'économie. Et donc, la déflation, si elle leur fait mal, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Absolument. Et pas que pour les entreprises. Non, ce que je voudrais dire, parce que je trouve que... L'Europe. En réponse à la question que vous évoquez sur la question de savoir si ça se passe à Bruxelles ou à Paris, en fait, ça se passe ailleurs. C'est-à-dire que... Chez vous? Non. Dans le monde de l'économie? Non, il ne faut pas avoir cette prétention, mais je suis moi, très impressionné des mouvements qui naissent de la nouvelle économie, des réseaux et de toutes les plateformes et de tous les échanges qui naissent sur les réseaux. On n'en a pas dit un mot pour l'instant. Et je pense que la modernisation de notre société et l'émergence d'initiatives audacieuses, elle est là. Quand vous voyez que personne ici n'a la prétention de réformer la SNCF, c'est pas grave, puisque Blablacar va capter une activité qu'on n'aurait jamais soupçonnée de transport de la SNCF. C'est un exemple, c'est un tout petit exemple de génération spontanée de changement par le réseau, par Internet et par la confiance qu'il y a sur la toile. Parce que ce qui est frappant, c'est que la société dans laquelle on vit, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, qu'il s'agisse de la mise en cause des entreprises ou de la mise en cause des politiques, c'est d'un problème de défiance. C'est d'un problème de défiance, c'est d'un problème de ressentiment et c'est d'un problème d'insuffisance de confiance dans les acteurs qui est la condition de base de fonctionnement de la société et de l'économie. Et moi, ce qui me frappe dans la nouvelle économie et dans les réseaux sociaux et dans ce qui se passe sur la toile, c'est que c'est une société de confiance. Et vous vous en occupez pas, et surtout ne vous en occupez pas. C'est-à-dire que moins on la régule, moins on s'en occupe, moins on met de normes, plus elle fonctionne et plus elle trouve en elle-même la régulation et les règles du jeu qui fabriquent la confiance et les échanges et qui, au fond, construisent une nouvelle économie faite d'échanges, faite de confiance au-delà des frontières et au-delà des règles. Pardon, je suis désolé, je vais mettre les pieds dans le plat. Mais est-ce que là, ne vous en occupez pas, c'est pas un peu facile? C'est-à-dire que la confiance, c'est le droit aussi,
c'est la durée des mandats, c'est ça la démocratie, c'est donc les politiques, c'est ceux qu'on élit ou qu'on n'élit pas, qu'on conteste ensuite, etc. Mais la confiance, c'est à tous les degrés. Vous voulez une société sans État, sans politique, sans... C'est quoi ce que je crois... L'audace n'est pas que dans la société civile. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un poison dans l'échange que vous pouvez avoir avec les politiques, vous, les journalistes et les politiques, parce que vous vivez dans une... Mais oui, regardez le débat de la semaine dernière avec le président de la République qui est obligé de répondre à la question de savoir si on doit ouvrir une classe dans un collège de je ne sais plus quel département et comment on peut trouver un travail à une dame de 59 ans. C'est des questions très importantes, mais ce n'est pas au président de la République de les gérer. Enfin, il se croit obligé de se mettre dans cette situation. Et donc, les journalistes qui ont proposé il y a un format qui est proposé, il accepte, c'est lui qui a choisi. Oui, non, mais d'aller se mettre dans cette ornière. Ce que je conteste, c'est la forme de dictature de l'urgence dans laquelle vous mettez en permanence les responsables, qu'ils soient politiques ou économiques, en exigeant des réponses immédiates et en essayant de faire croire à tout le monde que les choses changent de façon instantanée. Et c'est pas vrai. Alors même qu'elle change, c'est-à-dire que je trouve précisément que quand on regarde le parcours de Tristan et quand on regarde le parcours de Tristan dans sa relation avec Vinci, pour ne parler que de ce que je connais, c'est des choses qui n'étaient pas imaginables il y a 20 ans et qui sont riches parce que c'est quoi ? C'est la prise en charge d'un dialogue avec des parties prenantes dont on ignorait jusqu'à l'existence il y a quelques années. Aujourd'hui, on a ensemble, je crois, organisé un dialogue avec des ONG, avec des parties prenantes et créé du consensus sur un projet. C'est le fait de planter 200 000 arbres. Bon, c'est que 200 000 arbres, c'est symbolique, mais c'est 200 000 personnes qui ont été sensibilisées à la question de l'environnement et à la question de la protection de la biodiversité. Tout ça pour dire, et il y aurait 1000 exemples à donner, tout ça pour dire que dans la manière dont vit la politique et dont les médias présentent la politique, il y a une forme d'urgence et de présentation systématiquement dans l'urgence de l'attente de résultats qui ferait des politiques des magiciens, alors même que cette façon de présenter les choses cache une évolution en profondeur de la société qui est plutôt, elle, encourageante et qui est plutôt, elle, le signe d'une société de confiance. Je ne vais pas entrer dans le débat parce que ce n'est pas ma place ici. C'est vrai que vous avez raison, il y a les chaînes d'infos continues d'un côté, puis il y a la Cité de la Réussite tous les 2 ans où on peut passer 1h30 à pouvoir discuter un peu plus longuement et avoir de plus grands arguments, et tant mieux. Alors, cela dit, après cette pirouette, la question sur l'Europe, elle est clé. La question sur l'Europe, elle est clé parce qu'elle nous a amené à 2 notions très importante, celle de la confiance dans la société de manière générale, et celle de la capacité à monter en niveau. Monsieur nous dit, vous êtes capable de lâcher votre pouvoir et finalement de nous convaincre qu'il vaut mieux que ça se décide à Bruxelles avec un vrai Parlement, un deuxième éventuel, et une commission qui dirige avec des politiques, pas des technocrates, par exemple. Est-ce que ça, c'est possible en France, chez les politiques, ennemis, adversaires, amis ? Mais d'abord, ça dépend du peuple. L'abandon de souveraineté, c'est au peuple d'en décider. Voilà. Donc si ça devait se faire, ça de toute façon, chacun d'entre vous dans cette pièce devrait en décider. Si oui ou non, on est prêt à déléguer davantage, intégrer davantage. Et là, on ne serait pas tous d'accord. Hein. Et là, on ne serait pas tous d'accord parce que d'abord, l'Europe a mauvaise presse en ce moment. Mais moi, je suis tout à fait d'accord, ça ne vous étonnera pas, mais avec ce qu'a dit le président de la République l'autre soir, avant-hier soir. Il a dit, moi j'aime tellement l'Europe que c'est pour ça que je veux la changer. Bon. Et il y a des changements. C'est la première fois que les commissaires européens sont désignés d'une certaine manière, ou en tout cas vivent le feu des peuples européens à travers leurs représentants, que sont les eurodéputés. Oui, parce qu'ils doivent aller se présenter dans le Parlement. C'est une victoire, mais ce n'était pas totalement acquis. Ce n'était pas totalement acquis. Et c'est un début d'intégration réellement démocratique à l'échelle européenne. Mais moi, je suis convaincue que l'Europe est la bonne échelle
sur toute une série. Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous croyez qu'il y aura des abandons de souveraineté pour aller dans le sens de la question de monsieur de façon plus concrète? Est-ce qu'on va y aller ou est-ce qu'au contraire les opinions sont telles aujourd'hui que c'est foutu, quoi? Voilà, d'abord je pense que cette manière de penser ne correspond plus au type et au mode de décision actuel. Pourquoi? Il faudrait qu'on se transforme en États-Unis d'Europe. Je ne suis pas sûre, moi, que la manière dont fonctionne la démocratie aux États-Unis, la prise de décision aux États-Unis, ça soit le modèle ultime. Quand vous voyez le taux de participation aux États-Unis aux élections, je ne suis pas sûre qu'il faille aller vers ça. Quand vous voyez qu'aux États-Unis, il y a des États dans lesquels on pratique encore la peine de mort et des États dans lesquels, heureusement, elle est abolie depuis longtemps, je trouve que c'est un drôle de modèle. Donc moi, s'il y avait intégration à l'échelle européenne, davantage d'intégration, davantage de prise commune de décision, ce serait pour qu'on respecte les fondamentaux de l'Union européenne, ceux sur lesquels elle s'est créée, et pas l'Europe à la Orban, à la Viktor Orban, pour citer un pays qui dysfonctionne complètement en ce moment en Europe. Et puis je voudrais revenir à la société de confiance et à l'invitation de Pierre Coppet sur ne vous en occupez pas, tout va bien, c'est le monde merveilleux de oui, c'est Internet. Bon. Voilà, je voudrais vous citer ça pour faire le lien avec l'Europe. L'Europe en ce moment et les États européens sont confrontés à, ça existe aussi sur Internet, ça, du recrutement de jeunes gens qui partent faire le djihad, voilà, via Internet. Et alors? Non mais et alors, c'est quoi le sujet? Alors, c'est pas le pays de oui, Internet. C'est le meilleur. Ça a permis. Vous voulez dire que vous êtes légitime à réguler, c'est ça? Ça veut dire que des États, le rôle des politiques, c'est de s'assurer au minimum de la sécurité de leurs concitoyens et du fait que des petits-enfants, des jeunes gens ne se font pas, un peu de confiance. Ne reçoivent pas, sans filtre, sans protection, ne se font pas retourner la tête au risque de leur vie. C'est le rôle des politiques, c'est la noblesse des politiques, et que ça déplaise ou pas aux entreprises qui prospèrent, et il y en a d'excellentes, et il y a le meilleur des modèles aussi d'économie collaborative sur Internet. Mais oui, de temps en temps, il faut que nous nous mêlions quand même de ce qui se passe sur Internet au niveau européen et au niveau français. Désolée de vous décevoir, Monsieur Coppet. Vous avez le droit d'être en désaccord. Alors, on aurait envie de reprendre des questions, on aurait envie évidemment de vous redonner la parole beaucoup plus à tous, mais voilà, c'est la règle ici, et il y a d'autres débats derrière. Donc, en tout cas, on voit bien que la société française est partagée et souvent se divise, mais je voudrais tout de même rappeler qu'à la Cité, on finit toujours par entendre l'autre. C'est ça aussi la confiance, et je voudrais vous remercier d'avoir joué le jeu. Merci à eux.